Vous n'arrivez pas à mettre en place de bonnes habitudes ni à supprimer les mauvaises. Pourtant, il existe des actions quotidiennes à mettre en place dans sa vie pour avoir des résultats extraordinaires. C'est ce que nous explique le livre Un rien peut tout changer et c'est ce que nous allons voir dans ce 127e épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode avec un nouveau format, un format filmé pour ceux qui me regardent sur YouTube et un format qui ne change pas finalement pour ceux qui m'écoutent sur les plateformes de podcast habituelles. J'avais envie de me lancer un nouveau défi, c'est de vous proposer par moment des formats filmés en plus des formats audio habituels pour créer plus de proximité. Puis aussi ça me fait sortir de ma zone de confort donc c'est très bien. Ce nouveau format ne concernera pas tous les épisodes pour le moment. Je vais peut-être en créer un ou deux, surtout en ce qui concerne des résumés de livres, comme ça va être le cas aujourd'hui. Et si c'est un format qui vous plaît, qui fonctionne bien et que ça ne me demande pas trop de travail non plus, parce que comme on rajoute une vidéo, il y a aussi le montage en plus de la vidéo, alors peut-être que je vais l'étendre sur d'autres épisodes et vous les proposer en vidéo sur YouTube et sur les autres plateformes, ça sera de l'audio comme d'habitude. Alors après c'est possible que ce soit pas une qualité super parfaite et tout, parce que j'ai pas l'habitude, mais bon, si on attend d'être parfait pour se lancer, alors on se lancera jamais. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai terminé récemment qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. En français, je crois que ça s'appelle Attendez, il me semble que ça s'appelle Un rien peut tout changer, mais j'en suis pas sûre, je vous mettrai en tout cas la référence en barre de description. Mais c'est un livre qui est surtout connu dans le monde anglophone, ça a vraiment été un best-seller. Et si vous avez envie de le lire, mais que vous n'avez pas le temps, vous n'avez peut-être pas la motivation, profitez de cet épisode parce que je vais vraiment le résumer point par point, en faire un condensé pour que vous puissiez profiter de tout ce qui est dit dedans, mais sans devoir le lire. Si jamais l'épisode sera divisé aussi en plusieurs chapitres pour que vous puissiez en fait réécouter simplement le chapitre qui vous intéresse et pas vous retaper tout l'épisode, donc regardez bien aussi en barre de description. Alors, de quoi parle ce livre ? Donc, comme son nom l'indique, Atomic Habits, qui signifie habitude atomique, si on traduit littéralement, c'est un livre qui parle de nos habitudes. Et si vous avez déjà essayé de changer vos habitudes mais que ça n'a pas marché, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Mais avec ce qu'on va voir aujourd'hui et avec ce que le livre cherche à nous apprendre, vous allez découvrir comment changer vos habitudes et les garder surtout sur le long terme. Commençons par une idée très intéressante et qui est le cœur du livre. Les petites habitudes répétées jour après jour créent des résultats énormes sur le long terme. Imaginez que vous améliorez un petit truc dans votre vie, même juste de 1% par jour. Au début, on a l'impression que ça change pas grand-chose, mais petit à petit, avec le temps, ça fait une différence de dingue. Et James Clear, l'auteur, il appelle ça l'effet cumulatif. L'idée ici, c'est pas de viser des changements radicaux, mais de modifier notre trajectoire progressivement. Et il donne un exemple très parlant, l'exemple d'un avion qui dévie sa trajectoire de juste un tout petit pourcent. On va pas nécessairement sentir qu'il est en train de changer de trajectoire, mais pourtant, dans quelques heures, il se retrouvera dans une ville qui est totalement à l'opposé de ce qu'il avait prévu. Et c'est pareil pour nous. Un petit changement aujourd'hui qui est répété jour après jour peut vraiment nous amener vers un endroit totalement inattendu dans quelques semaines, quelques mois. Le problème, c'est que très souvent, ces changements sont invisibles au début et c'est ça qui frustre beaucoup de personnes et qui font qu'elles l'abandonnent, c'est qu'elles ne voient pas de changement. Elles aimeraient voir quelque chose déjà au bout d'une semaine, elles aimeraient voir des résultats le lendemain, mais le secret en fait c'est vraiment la persévérance. James Clear le répète, ne vous attendez pas à un changement du jour au lendemain. Donc dans son premier chapitre qu'il a appelé le pouvoir surprenant des habitudes atomiques,
il nous parle justement de ce fameux 1%. Et James Clear, il illustre ce point avec l'équipe de cyclisme britannique. Donc il faut savoir que dans les années 2000, par là autour, l'équipe de cyclisme britannique était vraiment au plus bas, elle était toujours en bas des classements, elle était archi nulle. Et puis un jour, ils ont eu un nouveau coach. Et ce nouveau coach, il a décidé à ce moment-là d'apporter des améliorations marginales, c'est-à-dire qu'il a demandé à son équipe de faire des petites améliorations de 1% dans plusieurs secteurs de leur vie ou dans leurs entraînements. Donc par exemple, ils ont commencé à modifier les selles de leur vélo pour les rendre plus confortables. Ils ont changé leurs vêtements pour des vêtements plus aérodynamiques. Ils ont aussi modifié un peu leur régime alimentaire et ils ont même changé les matelas sur lesquels ils dormaient. Et ces petites modifications cumulées, elles ont conduit à des résultats extraordinaires. Quelques années plus tard, l'équipe de cyclisme britannique était tout en haut des classements. Ils ont remporté de nombreuses médailles aux Jeux Olympiques et ont continué à faire partie des meilleurs dans de nombreux championnats mondiaux. Ce qui est fou, c'est que ces cyclistes, ils n'ont même pas eu besoin de devenir subitement les meilleurs pour le devenir finalement. Ils ont simplement mis en œuvre des changements très simples et qui, cumulés petit à petit, ont vraiment créé une grande victoire. Ensuite, dans son chapitre 2 qu'il a intitulé « Comment vos habitudes forment votre identité et vice-versa », l'auteur nous explique qu'ici, le plus important, c'est pas de se fixer un objectif. En fait, quand on parle de changement, la plupart des personnes se fixent un objectif à atteindre. Ils ont une idée de ce qu'ils veulent accomplir. Donc par exemple, ils vont dire je veux perdre 5 kilos ou bien je veux courir un marathon. Alors c'est super, mais James Clear, il apporte vraiment une approche plus puissante que se fixer des objectifs. Il demande à ce qu'on se concentre sur l'identité qu'on veut adopter et non pas sur l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc au lieu de se demander quels sont les résultats que je veux atteindre, plutôt se poser la question qui est-ce que je veux devenir. Par exemple, plutôt que de dire je veux courir un marathon, plutôt se dire je suis un coureur. Et ce changement de perspective, c'est la clé, parce qu'il touche à notre identité, votre identité. Quand vous changez d'identité, les habitudes que vous allez adopter, elles vous viennent naturellement pour justement soutenir cette nouvelle version de vous-même. Si vous vous voyez comme une personne en bonne santé, ben vous allez automatiquement commencer à manger plus sainement, à faire plus de sport. Vous allez faire des choix finalement qui reflètent cette nouvelle identité. Il donnait par exemple dans son livre l'histoire d'une personne, enfin de deux personnes à qui on propose la même chose. On va proposer une cigarette aux deux. La première personne, elle va dire non merci, j'essaye d'arrêter, alors que la deuxième personne va dire non merci, je ne fume pas. Donc finalement les deux auront refusé de prendre la cigarette. Mais la différence, c'est que la première personne, elle affirme qu'elle est fumeuse et qu'elle essaye d'arrêter, son objectif c'est d'essayer d'arrêter, alors que la personne, elle affirme clairement son identité en disant « non, je ne suis pas un fumeur ». Ici, c'est clairement un changement d'identité. Donc vous fumiez avant, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cette personne-là, donc vous n'êtes plus fumeur. Et les vraies transformations, elles viennent quand vous commencez à voir vos actions comme un reflet de qui vous êtes ou de qui vous souhaitez devenir, plutôt que ce que vous voulez accomplir. Un autre exemple qu'il a donné, au lieu de dire « le but c'est de lire 20 livres par année », dites plutôt « je suis un lecteur ». Ou bien « je veux devenir un lecteur ». Plutôt que de dire « le but c'est d'apprendre tel instrument », dites plutôt « je suis un musicien ». En d'autres termes, vos habitudes sont la manière dont vous incarnez votre identité. Quand vous faites votre lit tous les matins, vous incarnez une personne qui est organisée. Quand vous écrivez une page chaque jour, vous incarnez l'identité d'une personne créative. Quand vous vous entraînez chaque jour, vous incarnez l'identité d'une personne athlétique et sportive. Et donc le plus vous allez répéter un comportement, le plus vous allez renforcer votre identité. Le plus simple, c'est de suivre le processus très basique qu'il donne, qui est en 1, décider le type de personne que vous voulez être, en 2, prouver cette nouvelle identité avec les petites habitudes régulièrement. Dans son 3e chapitre qu'il a appelé « Comment construire de meilleures habitudes en 4 étapes », James Clear explique que toute habitude suit un cycle de 4 étapes. Il y a un déclencheur, un désir,
une réponse et une récompense. Ce cycle, il est hyper important parce que c'est grâce à lui qu'on peut comprendre et surtout modifier nos habitudes. Le déclencheur, c'est ce qui démarre le processus. Ça peut être n'importe quoi. Une heure, une personne, une odeur, un moment. Prenons un exemple. Si vous vous levez et vous sentez l'odeur du café. Cette odeur de café, ça va être votre déclencheur. Ensuite va venir le désir. Ce désir de boire le café pour vous réveiller et pour vous sentir mieux. Le désir, c'est ce qui va vous pousser à passer à l'action et donc qui va vous pousser à vous lever. Puis on a la réponse. La réponse, c'est l'action que vous allez faire face à ce désir. Donc en l'occurrence, vous allez vous servir une tasse de café et vous allez boire votre café. Et enfin, il y a la récompense qui est lorsque vous avalez votre première gorgée de café, c'est le sentiment de plaisir que ça vous fait et comment vous vous sentez bien. Et puis finalement, un jour, sans même y penser, bam, vous avez une nouvelle habitude, c'est de boire un café le matin. Ce qui est génial finalement, c'est que toutes nos habitudes, elles suivent ce même schéma. Donc une fois qu'on a compris ce cycle, on va pouvoir commencer à changer finalement les mauvaises habitudes, en tout cas celles qui nous plombent. Si vous voulez modifier une habitude, la clé c'est de jouer sur une ou plusieurs de ces étapes. Par exemple, si vous voulez arrêter de grignoter, il faut déjà bosser sur le déclencheur. Qu'est-ce qui vous déclenche? Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller grignoter? Peut-être déjà commencer par ranger vos snacks hors de votre vue et puis mettez en avant quelque chose de plus sain. On va prendre un autre déclencheur. Le fait que votre téléphone vibre quand il y a un nouveau message qui arrive. Ça, c'est le déclencheur. Ensuite vient donc la deuxième étape qui est le désir. Vous avez envie de savoir ce que contient ce message et qui vous écrit. Ensuite, en 3 vient la réponse. Vous prenez votre téléphone et vous lisez le message. Et enfin, en 4, la récompense. Vous êtes satisfait parce que vous avez assouvi votre curiosité, vous avez lu votre message. Et maintenant, à chaque fois que vous allez entendre votre téléphone sonner ou vibrer, vous allez avoir ce processus qui se déclenche et vous allez avoir envie de lire le message. Maintenant qu'on sait comment des habitudes se forment, on sait comment les bonnes habitudes se forment, mais on peut aussi du coup comprendre comment les mauvaises se forment. Et vous avez compris, ça implique qu'on va pouvoir supprimer les mauvaises habitudes. Et James Clear, il appelle ça les 4 lois du changement de comportement. Ces lois, c'est des principes très simples mais efficaces pour créer de bonnes habitudes et en casser des mauvaises. Et donc ces lois, elles viennent expliquer comment on peut jouer sur ces 4 étapes du cycle pour modifier les habitudes. Donc ici, si on veut mettre en place une habitude, il va falloir la rendre évidente. Pour ça, il faut jouer sur la première étape du cycle qui est le déclencheur et rendre ce déclencheur finalement évident. Donc il s'agit de faire en sorte que le signal pour commencer cette habitude soit toujours devant nos yeux. Parce que si le déclencheur est trop petit et qu'il est invisible, eh ben on va l'oublier et puis il ne va pas nous déclencher le cycle. Par exemple, si vous voulez boire plus d'eau, eh ben, commencez à mettre une bouteille d'eau dans chaque pièce de votre maison parce que comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous voyez la bouteille d'eau, vous savez que vous devez boire. Si vous voulez commencer à faire du sport régulièrement, sortez vos habits de sport et mettez-les, je sais pas, dans votre entrée ou sur votre lit pour que quand vous rentrez du travail, vous savez que la première chose à faire, c'est d'enfiler ces vêtements de sport pour aller faire de la course, du vélo, etc. Il faut vraiment que vous réduisiez au maximum la friction entre vous et le début de l'activité. Donc s'il y a quelque chose qui va freiner ce début de l'activité, il faut l'enlever. Il y a autre chose dont il parle, si vous voulez vous rendre la tâche encore plus facile, c'est d'utiliser ce qu'il appelle la mise en contexte. C'est-à-dire d'associer votre nouvelle habitude à un moment précis de la journée. Par exemple, vous pouvez vous dire après mon café du matin, je ferai 10 pompes. Et puis, pour casser une mauvaise habitude, il faut faire le contraire, vous l'avez compris, il faut rendre ce qui la déclenche totalement invisible. Par exemple, si vous essayez de réduire votre temps d'écran, vous pouvez placer votre téléphone dans une autre pièce ou l'éteindre complètement ou encore mettre des applications en place pour réguler votre temps d'écran. Ensuite, on a la deuxième étape du cycle qui est le désir. Ici, le but avec une habitude positive, c'est donc de la rendre attrayante. Le désir, on l'a vu, c'est ce qui vous pousse à agir. Plus votre habitude vous semblera plaisante et plus vous aurez envie de la faire. Et l'auteur, il explique qu'on peut augmenter cette attirance en associant cette nouvelle habitude à quelque chose que l'on aime déjà.
Par exemple, si vous n'aimez pas aller à la salle de sport, mais que vous aimez beaucoup regarder des séries, regarder Netflix, etc., eh bien vous pouvez associer les deux. Donc pourquoi pas faire du vélo en regardant une série, faire vos pompes en regardant une série ou en écoutant quelque chose de sympa comme un podcast. Si vous voulez manger mieux, vous pouvez rendre vos plats esthétiquement plus appétissants. Ou alors tout simplement rajouter des aliments que vous aimez manger. Une autre astuce que James Clear donne pour rendre une habitude plus attrayante, c'est finalement de vous entourer de personnes qui pratiquent déjà cette habitude. Donc si vous voulez faire plus de sport, essayez de vous entourer de personnes qui pratiquent déjà du sport pour que ça vous donne plus envie de le faire. Là, c'est un exemple avec le sport, mais ça peut être aussi, vous voulez lire plus, alors fréquentez plutôt des gens qui lisent. Si vous voulez fréquenter des gens qui mangent plus sainement, ça pourra vous aider justement à manger aussi plus sainement. C'est ce qu'on appelle l'imitation sociale, quand on cherche finalement à créer un cercle social autour de nous qui nous correspond et qui correspond aux objectifs que l'on souhaite atteindre. Et vous l'avez compris, pour une mauvaise habitude, le but c'est de faire l'inverse, c'est de rendre cette habitude moins attrayante, de créer moins de désir en ce qui la concerne. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, vous pouvez essayer de vous exposer à plus d'images choquantes sur le tabac. Par exemple, vous savez, ces images sur les paquets de cigarettes. Plus votre vision de cette habitude sera négative et moins vous aurez envie de la faire. Ensuite, la troisième étape, c'était la réponse. Le but, c'est de rendre l'habitude facile et positive. C'est logique, plus une habitude est facile à mettre en place, plus vous serez susceptible de la répéter. James Clear, il explique que pour rendre une habitude facile, finalement, il faut réduire la friction qui vous sépare de cette habitude. Autrement dit, il faut simplifier le comportement à tel point que ça devient presque impossible de ne pas le faire. Et il propose la règle des 2 minutes. Donc vous allez commencer chaque nouvelle habitude par une version extrêmement simple de cette habitude. L'objectif, c'est juste de se mettre en mouvement et de lancer cette habitude. Parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est beaucoup plus simple de continuer. On va prendre un exemple. Si vous voulez lire plus, commencez par lire 1 page par jour. C'est tout. Ça peut paraître ridicule, mais en fait, une fois qu'on a commencé une page, souvent c'est plus facile d'en lire 2, 3 et de se laisser aller. Et si vous voulez faire du sport, commencez déjà par mettre vos baskets et sortir faire quelques pas, ne serait-ce que faire le tour de votre quartier. Même si vous courez que 5 minutes, que vous marchez que 1 kilomètre, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et vous l'avez compris, si vous voulez briser une mauvaise habitude, il faut faire l'inverse. Il faut rendre l'habitude difficile à accomplir. Donc par exemple, si vous voulez arrêter de grignoter, vous pouvez envisager d'arrêter de laisser des choses traîner sur votre comptoir de cuisine, comme des chips, des bonbons, des choses qui seraient trop facilement accessibles finalement. Donc mettez-les dans un placard ou bien au mieux à la cave pour que vous ayez vraiment la flemme d'aller les chercher. Si vous voulez réduire votre temps sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, soit vous l'éteignez, soit vous supprimez carrément les applications de votre téléphone, de sorte à ce que si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, vous devez réinstaller les applications, remettre vos codes, et puis généralement là, on en a marre. Ensuite, la dernière étape ici, c'était la récompense. Donc le but, c'est de rendre l'habitude satisfaisante à accomplir. La récompense, c'est ce qui va vous inciter à répéter encore et encore une habitude. Et plus vous allez la répéter, plus elle va devenir automatique. Il faut savoir que le cerveau, il adore les récompenses immédiates. Donc c'est important de trouver une récompense instantanée à une nouvelle habitude, surtout que généralement des habitudes, ça prend longtemps avant qu'on ait les premiers bénéfices. Donc pour ne pas louper ces étapes-là, il faut essayer de se donner une petite gratification instantanée. Par exemple, si votre but c'est de mettre de l'argent de côté, vous pouvez envisager d'acheter une tirelire qui compte votre argent ou alors de le noter en fait à chaque fois que vous mettez une pièce ou un billet pour que vous voyez en fait vos économies monter. Et voir ces chiffres monter vous donnera un sentiment de satisfaction immédiat. Si votre objectif c'est de courir 3 fois par semaine, vous pouvez vous récompenser par quelque chose de petit mais agréable à la fin de chaque séance. Par exemple, vous pouvez regarder un épisode de votre série préférée ou prendre un bain relaxant. Vous avez compris le principe. Ensuite, dans son 5e chapitre,
Alors oui, j'ai sauté le chapitre 4 parce qu'il répétait un petit peu ce que le chapitre 3 disait. Mais dans son chapitre 5 qu'il a intitulé La meilleure manière de commencer une nouvelle habitude, il nous parle tout simplement de comment mettre en place une nouvelle habitude. Et il nous parle d'une technique qui s'appelle l'empilement des habitudes. L'idée, c'est de lier cette nouvelle habitude à une action que vous faites déjà de manière automatique dans votre quotidien. Comme il le dit, la plupart des gens pensent qu'ils manquent de motivation quand ils mettent en place une nouvelle habitude, mais en fait, la plupart manquent juste de clarté. Ils sont jamais très sûrs de quand faire cette habitude, à quelle fréquence, comment, etc. Et le but ici, c'est finalement de prédéfinir un plan d'action tellement simple que vous n'aurez même plus à réfléchir. Quand vous devrez la faire, cette habitude, vous savez, vous avez déjà un plan défini de comment la faire, quand, à quelle heure, etc. Donc ça sera vraiment plus du pilotage automatique. Et l'un des moyens les plus efficaces de créer une nouvelle habitude finalement, c'est de s'appuyer sur une routine déjà existante. Au lieu de dire « je vais lire plus », associez cette nouvelle habitude à quelque chose que vous faites déjà chaque jour. Par exemple, vous pouvez dire après mon café du matin, je vais lire 10 pages d'un livre. En plaçant la nouvelle habitude dans une action qui existe déjà, vous allez en quelque sorte lui donner un déclencheur et ça sera beaucoup plus simple de la commencer. Typiquement, ça pourrait aussi donner quelque chose comme après m'être brossé les dents, je vais méditer 2 minutes. Après avoir déjeuné, je vais écrire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Après avoir mis ma vaisselle au lave-vaisselle, je vais faire 10 squats. L'important, c'est vraiment de s'appuyer sur une habitude qui est stable et ancrée dans votre vie, que vous êtes obligé finalement de faire tout le temps. Comme ça, le déclencheur, il est vraiment identifiable et l'habitude va être beaucoup plus simple à adopter. Le conseil aussi qu'il donne, c'est de commencer par des habitudes qui prennent que quelques minutes à faire. En commençant petit, vous allez clairement augmenter vos chances de succès. Et plus vous allez le répéter, et plus en fait ça va créer de l'automatisation et finalement de l'autopilote. Dans son chapitre 6, que je ne vais pas non plus résumer dans cette vidéo parce que ça répète un petit peu d'autres choses qu'il a déjà abordées, il donne quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il parle du fait que l'environnement est aussi clairement responsable de l'adoption de nos habitudes. Donc pour mettre en place une nouvelle habitude, il recommande par exemple de travailler sur notre environnement. Typiquement, il a donné l'exemple dans une cafétéria, les ventes des bouteilles d'eau, elles ont explosé du moment qu'ils ont exposé les bouteilles d'eau en avant et bien plus en évidence que les autres boissons du genre coca, sirop, etc. Donc par exemple, si vous oubliez souvent de prendre vos vitamines le soir, changez votre environnement, par exemple en mettant votre pot de vitamines à côté de l'évier ou à côté de votre brosse à dents, comme ça vous savez que vous devez le faire avant de vous brosser les dents ou après, enfin dans ces eaux-là quoi. Si vous voulez boire davantage d'eau, c'est comme je disais, placez des bouteilles d'eau à des endroits stratégiques de votre maison, de sorte à ce que vous les voyez tout le temps et que vous ayez plus du tout la flemme de vous lever de votre canapé pour aller en chercher au robinet de la cuisine. Maintenant, si on saute au chapitre 8 qui s'intitule « Comment rendre une habitude irrésistible », l'auteur il nous présente une technique qui ressemble déjà à ce qu'on a déjà vu sur l'empilement des habitudes, mais là c'est un peu différent. Le principe, ça va être de rendre l'habitude attrayante. Avant, on parlait de comment la déclencher, donc on la collait à une autre habitude déjà existante. Maintenant, le but, c'est de rendre cette nouvelle habitude super attrayante. Dans ce cas, on va en fait associer votre habitude que vous devez faire, mais que vous trouvez difficile, à une habitude que vous aimez déjà. Comme je disais avant, je donnais l'exemple de si vous n'aimez pas faire du sport, mais que vous devez en faire, associez le fait de faire du sport à regarder une série sur Netflix en même temps que vous pédalez sur votre vélo ou que vous courez sur votre tapis de course. Et finalement, c'est une très bonne technique parce qu'elle vient combiner le plaisir immédiat, qui est par exemple de regarder une série, à une habitude qui sera très bonne à long terme, comme faire du sport. Et sinon, dans ce chapitre, il répète encore une fois l'importance de s'entourer de personnes qui partagent les habitudes que l'on souhaite faire et qui donc soutiennent l'identité de la personne que l'on souhaite devenir. Typiquement, c'est tellement vrai parce que lorsque, admettons, vous fumez, c'est très peu probable que vous ayez commencé à fumer seul.
Normalement, la plupart des gens ont commencé à fumer parce que leurs copains le faisaient autour d'eux. Et il y en a un d'eux qui a dit voilà, essaye de fumer une cigarette, et puis vous l'avez fait, et puis c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à fumer également. Et c'est comme ça finalement que fonctionne notre environnement social, il est aussi fait d'habitude. Ensuite, dans son 10e chapitre, James Clear nous amène à comprendre comment corriger les mauvaises habitudes en cherchant leur cause profonde. Il explique que chaque mauvaise habitude répond finalement à un besoin, même si c'est un besoin qui nous conduit vers des résultats négatifs. Et en apprenant à les identifier, on peut apprendre aussi à les manipuler pour pouvoir régler cette mauvaise habitude. Il dit que toutes les mauvaises habitudes sont des solutions mal adaptées à des besoins que nous cherchons à combler. Par exemple, manger de la malbouffe, c'est une solution rapide pour soulager le stress et l'ennui, pour finalement se sentir réconforté. Fumer, c'est un moyen de socialiser ou de se détendre. Procrastiner pourrait être un moyen pour éviter l'anxiété ou la peur d'échouer. Il faut savoir que les mauvaises habitudes n'apparaissent pas sans raison. Elles viennent forcément combler un besoin sous-jacent qui est présent. Et le problème, c'est que la solution choisie pour combler ce besoin est destructrice sur le long terme. Donc ici, l'auteur nous amène à aller au-delà de ces habitudes et de chercher leur cause profonde. C'est très bête, mais les motivations profondes de l'être humain sont très simples. Toutes les mauvaises ou les bonnes habitudes trouvent leurs racines dans des besoins fondamentaux des êtres humains. Le premier besoin fondamental, c'est de trouver l'amour et de se reproduire. Beaucoup de nos habitudes sont liées à notre besoin biologique de se reproduire finalement et de trouver quelqu'un avec qui passer sa vie. Ce besoin pourrait faire apparaître des mauvaises habitudes comme par exemple le fait de trop traîner sur des applications de rencontres et d'enchaîner encore et encore des relations. Le deuxième besoin fondamental, c'est de se connecter et de créer du lien avec les autres. On a besoin de se sentir connecté à un groupe. Et c'est là que peuvent apparaître des habitudes comme fumer, boire, pour justement socialiser et faire partie d'un groupe. Le troisième, c'est obtenir le respect des autres. Et ici, des mauvaises habitudes pourraient par exemple être travailler excessivement, être toujours dans la compétition. Et enfin, le quatrième besoin fondamental, c'est de réduire l'incertitude et l'anxiété. Et là, typiquement, on pourrait répondre à ce besoin en mettant en place des mauvaises habitudes comme manger des choses réconfortantes, procrastiner, passer des heures sur les réseaux sociaux, qui finalement peuvent être des mécanismes de défense pour échapper à une incertitude ou à notre réalité difficile. Mais ce qui est important ici, c'est que même si les causes des habitudes sont pareilles pour tout le monde, parce que c'est un besoin humain universel, les réponses à ces besoins peuvent être totalement différentes selon la personne. Donc par exemple, face à du stress ou à de l'incertitude, une personne aura envie d'une cigarette alors qu'une autre, elle ira, courir pour se décharger. Chaque personne trouve sa propre réponse, même si c'est pas la meilleure. Ensuite, dans les chapitres suivants, l'auteur continue à nous expliquer comment se forment des habitudes. Donc il le répète encore une fois, l'importance c'est pas la vitesse à laquelle on va, c'est vraiment la constance et le fait qu'on le répète jour après jour. Il vaut mieux ne pas se précipiter et y aller vraiment petit à petit plutôt que d'abandonner au bout d'une semaine. Comme je le disais au début, ce sont ces fameux 1% qui, cumulés jour après jour, donnent d'excellents résultats. Donc retenez ça, la constance est plus importante que la vitesse pour développer de bonnes habitudes. Et il insiste fortement aussi sur le fait de ne pas reculer, même si on avance lentement. Il faut toujours maintenir une certaine régularité. Ensuite, dans son chapitre 12 qu'il a appelé « La loi du moindre effort », l'auteur il vient explorer le fait que la plupart du temps, les êtres humains, ils choisissent la voie la plus facile pour atteindre un objectif. Et donc, quand il y a deux options disponibles, ils vont évidemment prendre la plus simple et celle qui demande le moins d'efforts pour y arriver. C'est pas pour rien qu'on aime se faire livrer à manger. On n'a pas à cuisiner, on n'a même pas à se déplacer. Je veux dire, on est très loin de la chasse de l'époque de la préhistoire. Mais en vrai, je veux dire, entre aller faire les courses et cuisiner pour se faire à manger, je comprends que la plupart des gens, finalement, se fassent livrer de la nourriture. Plus l'action, elle est facile à entreprendre et plus vous serez susceptible de la faire.
C'est beaucoup plus simple de prendre son téléphone et d'appeler un service de livraison plutôt que d'aller, comme je disais, en course, faire à manger, etc. Donc vous pouvez prendre cet exemple-là et le mettre sur de bonnes habitudes. Si vous voulez lire plus, plutôt que d'avoir ce livre rangé dans votre bibliothèque, vous pouvez le placer à côté de la télé ou sur votre canapé pour que vous puissiez le voir rapidement et finalement vous n'avez qu'à prendre le livre et l'ouvrir. Je répète aussi mon exemple sur les réseaux sociaux. Si vous voulez passer moins de temps sur votre téléphone, vous n'avez qu'à supprimer les applications parce que ça impliquerait que vous devriez les réinstaller et vous reconnecter à tous les réseaux sociaux pour pouvoir y accéder. En réduisant la friction en ce qui concerne les bonnes habitudes et en l'augmentant en ce qui concerne les mauvaises habitudes, vous allez forcément avoir plus de succès dans la mise en place ou la suppression de ces habitudes. Dans son livre, James Clear, il présente aussi la méthode, ou plutôt la règle des 2 minutes, qui est l'idée que toute nouvelle habitude devrait commencer en moins de 2 minutes. En d'autres termes, plutôt que de vous dire « Oh mon Dieu, mais je sais pas, j'ai un livre à écrire », plutôt que de vous dire ça, concentrez-vous sur une tâche qui vous demande que 2 minutes. Par exemple, écrire un paragraphe. On le sait, le plus difficile, c'est de commencer. L'exemple avec la lecture, si vous voulez commencer à lire plus, commencez à lire 1 page par jour, tout simplement. L'idée, c'est vraiment de réduire l'effort mental pour démarrer une tâche. Comme je le disais aussi avant, une fois que vous avez enfilé vos chaussures de sport et que vous êtes dehors, vous êtes plus susceptible de faire un tour de votre quartier, 2, 3, plutôt que de rentrer à nouveau dans la maison. L'objectif de la règle des 2 minutes, c'est pas de créer des actions incroyables, mais juste de créer l'élan. Le secret, selon James Clear, de cette règle, c'est de rester sous la barre de l'effort. Par exemple, 2 minutes pour vous, ça ira, mais 5 minutes, ça sera peut-être déjà trop. Alors arrêtez-vous avant que ça devienne un effort. Et plus chaque jour vous allez répéter ces 2 minutes, plus vous aurez envie d'en faire 5. Et un jour, vous aurez envie d'en faire 10. Et un autre jour, vous aurez envie d'en faire 30. Parce que si vous tirez trop fort tout de suite, vous allez vous sentir épuisé et démotivé, puis vous n'aurez plus du tout envie de continuer ni de recommencer la bonne habitude, et c'est ça qu'on veut pas. Nous, on veut de la répétition et de la régularité. À chaque fois que vous faites une action et que ça finit en déclenchement positif, par exemple, j'ai lu 1 page, je suis trop content, votre cerveau, il a enregistré cette habitude comme quelque chose de positif. Par contre, si vous en lisez 10 de pages et qu'à la fin c'était une corvée, votre cerveau il aura enregistré cette habitude comme étant une corvée. On va prendre un autre exemple. Vous voulez devenir une personne qui se lève tôt le matin. Donc la phase 1 déjà serait de commencer à être à la maison à 22h au plus tard. C'est tout bête, mais commencez par être à la maison à 22h au plus tard. La phase 2, c'est d'éteindre toutes les distractions à 22h. Télé, téléphone, vous éteignez tout à 22h. La phase 3, vous devez être au lit à 22h pile. Vous avez le droit de lire un livre, de discuter avec votre partenaire, mais à 22h pile, vous devez être au lit. Ensuite, la phase 4, c'est d'éteindre votre lumière à 22h. Et la phase 5, c'est de vous lever tous les matins à 6h. Donc vous voyez, on a commencé par quelque chose de très simple, c'est d'être à la maison à 22h. Puis on a commencé à monter encore et encore. Et puis, plus vous allez répéter ces habitudes et vous allez vous dire « Ah je suis prêt à commencer à passer à la phase 2, à la phase 3, à la phase 4 », plus ça va être simple en fait pour vous. Ensuite, dans le chapitre 14, James Clear, il explique comment structurer votre environnement et vos choix pour faciliter l'adoption d'une bonne habitude, tout en rendant évidemment les mauvaises habitudes presque impossibles à maintenir. Donc pour commencer, pour favoriser les comportements positifs, il propose d'automatiser les bonnes habitudes et de les rendre en fait inévitables. Par exemple, si vous voulez manger plus sainement, vous allez remplir votre frigo d'aliments sains, des légumes, des fruits, des choses saines. Si vous voulez faire plus de sport, commencez par prévoir dans votre agenda des plages horaires pour votre sport. Comme ça, vous savez que ce moment-là, il est expressément dédié au sport et que vous ne ferez rien d'autre à part ça. Et vous n'aurez même plus besoin de prendre des décisions conscientes en fait à chaque fois parce que ça deviendra un automatisme. Pour réussir à maintenir une habitude aussi sur le long terme, ce que l'auteur propose, c'est d'avoir quelque chose qui nous donne un progrès visuel, si vous voulez. Par exemple, un calendrier ou quelque chose du genre. Typiquement,
Vous voyez l'application Duolingo pour apprendre une nouvelle langue. Ceux qui l'ont déjà utilisé, vous savez de quoi je parle. On reçoit une notification qui dit tu as fait 5 jours d'études d'affilée, c'est trop bien, ne loupe pas ton 6e jour, viens t'entraîner tout de suite. Et en fait, ça nous donne la motivation de revenir sur l'application et de ne pas louper un jour parce qu'on n'a pas envie de briser cette chaîne. Donc vous allez faire le même principe pour d'autres habitudes. Vous allez utiliser un calendrier, un tableau Excel, un tableau blanc, peu importe. Du moment que vous reportez vos progrès par écrit pour que vous puissiez les voir visuellement. C'est pas simplement une source de motivation, ça vient aussi nous mettre sous nos yeux notre propre comportement. Et là, on pourra se dire « Ah ben tiens, là, j'ai loupé un jour. Ah là, j'ai loupé 3 jours. » Et ça va un peu nous revenir en pleine face en nous disant « Bah tiens, je savais pas que j'étais à ce point pas sérieux dans mes habitudes. » C'est un peu vraiment nous mettre sous les yeux ce qu'on est en train de faire. Vers la fin du livre, James Clear, il parle aussi que nos habitudes ne sont pas forcément toujours des choix conscients, mais elles sont aussi influencées par notre personnalité. Typiquement, si vous êtes une personne qui est naturellement organisée de base, vous pourrez créer des habitudes liées à la planification plus facilement que quelqu'un qui n'est pas une personne très organisée. Tandis qu'une personne qui est plus spontanée que vous, elle pourra créer des habitudes vraiment plus flexibles. Du coup, ça implique qu'il est important de se connaître pour ensuite savoir comment on gère nous-mêmes nos habitudes. Et puis finalement, le dernier chapitre qu'on va résumer aujourd'hui, c'est celui qui traite de la motivation. Pour maintenir la motivation à continuer une habitude, il est essentiel de trouver un équilibre entre trop facile et trop difficile. En fait, l'auteur dit que lorsqu'on est confronté à des tâches qui sont trop faciles, on commence à s'ennuyer et donc à ne plus vouloir les faire. A l'inverse, si c'est des tâches trop difficiles, on va avoir un sentiment de frustration qui va se créer et puis ça peut créer justement l'envie d'arrêter aussi cette habitude. La clé, c'est de rester dans une zone de défi qui est assez difficile, mais pas trop difficile non plus pour juste maintenir l'engagement envers cette habitude. C'est pour ça que c'est important de trouver un bon niveau de défi. Pour maximiser le potentiel d'achèvement, on va dire, de l'habitude, l'auteur il indique qu'il faut que ce soit des activités et des habitudes qui poussent à vous améliorer. Par exemple, si vous êtes un coureur, plutôt que d'y aller tout de suite à fond puis de vouloir faire 50 km de marathon, fixez-vous des petites étapes. Et puis en fait, à chaque fois que vous allez réussir en quelque sorte une étape, et vous allez faire 5 km, 10 km, 20 km, vous allez en fait aussi pouvoir voir votre progression et vous allez vous rendre compte réellement de vos progrès. Enfin, pour terminer son livre, James Clear, il rappelle aussi que malgré tout, les habitudes, ça possède aussi non seulement des effets positifs, mais aussi des inconvénients. Tout d'abord, la première chose qu'il souligne, c'est que les habitudes, ça peut vite devenir quelque chose de rigide et de limitant. Quand on est trop attaché à nos routines et qu'on tient absolument à faire nos habitudes dans un tel ordre, etc., et puis à pas sortir de nos sentiers, eh ben on risque d'être beaucoup moins adapté et à beaucoup moins s'adapter quand il y a des situations qui demandent plus de flexibilité, quand il y a des imprévus dans notre vie. Et cette rigidité, elle peut nous empêcher de saisir des opportunités ou d'explorer des nouvelles aventures qui pourraient enrichir notre vie juste parce qu'on n'a pas envie de sortir de notre zone prédéfinie. Ensuite, l'autre point négatif qu'il souligne, c'est l'illusion de la perfection que certaines habitudes peuvent engendrer. Lorsqu'une personne, elle réussit à créer une bonne habitude et à la suivre durant plusieurs semaines, elle peut avoir l'impression d'être sur la bonne voie et finalement de ne plus avoir besoin de s'améliorer du tout. Et ça peut conduire à un état de stagnation où on va juste arrêter d'apprendre et de se développer parce qu'on se dit que on est bien dans notre routine, dans notre habitude et puis on n'a plus besoin de faire autre chose. Ensuite, il y a aussi la dépendance aux habitudes qu'il mentionne dans son livre. Et ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est qu'une personne qui s'appuie trop sur ses routines, elle peut devenir vulnérable face aux changements dans sa vie finalement et ne pas arriver à dévier de son chemin parce qu'elle est trop confinée dans ses habitudes.
On le voit typiquement souvent chez les sportifs de haut niveau qui ont de la peine à lâcher prise lorsque une blessure les empêche de mener leur routine à bien. Ils sont complètement perdus et puis ça devient vraiment très difficile pour eux de gérer ce moment-là. Enfin, l'autre point qu'il mentionne aussi, c'est que s'engager dans des habitudes comme ça systématiquement peut des fois engendrer une sorte de déconnexion émotionnelle. On aurait presque tendance à oublier les raisons du pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ces habitudes parce qu'on a juste envie de rayer quelque chose sur notre to-do list ou on a juste envie de voir nos performances s'améliorer, mais on pense plus vraiment finalement quel était le but, le sens de cette habitude pour nous. Et ces actions-là, ça peut venir à diminuer la satisfaction et l'épanouissement qu'on peut en tirer de ces habitudes. Donc maintenant, si je devais résumer en 5 points principaux les idées de ce livre, en 1, les petites habitudes peuvent être très puissantes et avoir un énorme impact sur nos vies. En améliorant nos comportements de juste 1% chaque jour, ça peut, à la fin, en s'accumulant, nous amener à des résultats remarquables sur le long terme. Le changement durable provient de ces accumulations de petits changements. En 2, retenez le modèle des 4 étapes qui créent une habitude, à savoir le déclencheur, le désir, la réponse et la récompense. C'est vraiment essentiel de se souvenir de ce modèle parce qu'il va nous permettre de concevoir des stratégies pour créer des habitudes mais aussi pour en supprimer. Retenez aussi en 3 les 4 lois du changement de comportement, c'est-à-dire en 1 rendre l'habitude évidente, par exemple en modifiant votre environnement pour que ce soit juste logique de faire cette habitude. En 2, rendez-la attrayante, donc associez des habitudes positives à des habitudes que vous devez absolument faire mais que vous n'aimez pas trop. En 3, rendez-les faciles, simplifiez au maximum le processus qui va en fait réduire la friction pour vous amener à faire cette habitude. Et en 4, rendez-la satisfaisante en vous récompensant à chaque fois que vous faites cette habitude avec quelque chose d'immédiat parce que le cerveau adore ça. Le 4e point qui résume cette vidéo, c'est de se souvenir de l'importance de son identité. Le changement, il repose vraiment sur la création d'une identité plutôt que sur le fait d'atteindre un objectif. Au lieu de se concentrer uniquement sur les résultats, comme perdre du poids, commencer à courir un marathon, pensez plutôt à la personne que vous êtes en train de devenir. Vous êtes en train de devenir un coureur, vous êtes en train de devenir un lecteur, un musicien, et gardez ça en tête. Ensuite, vous alignerez vos comportements avec les valeurs personnelles qui font cette identité. Enfin, la 5e chose à retenir de cette vidéo, c'est la flexibilité et l'adaptabilité que l'auteur préconise, parce qu'il y a quand même des inconvénients à la création des habitudes, comme la rigidité et la dépendance. Et l'auteur encourage vraiment les lecteurs à rester flexibles et ouverts aux changements dans leur vie. La clé, c'est de continuer à apprendre à se développer, à s'améliorer, même après avoir établi de bonnes habitudes pour éviter la stagnation et maintenir l'élan vers une amélioration continue. Voilà, cette vidéo est terminée. Ça m'a pris énormément de temps, je ne vais pas vous le mentir, ça m'a pris énormément de temps. En tout cas, j'ai bien aimé le processus quand même. Après, j'ai pas choisi une vidéo facile à tourner dans le sens où j'ai quand même choisi de résumer un livre de 250 pages. Mais je me suis dit, c'est quand même un format qui peut vous apporter énormément de choses parce que je vous ai quand même résumé en quelques minutes un livre long qui m'a pris plusieurs jours à lire et je pense que ça peut vraiment vous être utile. Après, on verra comment est-ce que je fais si je me lance dans ce format sur d'autres types de vidéos comme je vous l'ai dit. En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce format, si pour vous ça ne vous apporte rien. Et sinon, écoutez, laissez un like, ça me soutient, ça soutient mon travail et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu. Suivez-moi aussi sur la page Instagram. J'ai récemment dévoilé un nouveau projet sur lequel je travaille, mais seuls les gens qui sont sur Instagram le savent. Je finirai bien sûr par vous en parler une fois sur YouTube, mais les gens qui me suivent sur Instagram le savent en avant-première. Sinon, eh bien, écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.